Salut à tous, on a terminé la journée, on va faire juste un petit point de synchro sur ce qu'on a fait, aujourd'hui. J'aurais voulu faire plus, mais le problème c'est que les journées, les journées sont pas si longues que ce qu'on pense, et donc j'ai pas taffé tout le temps que je voulais. C'est de ma faute, hein. J'ai démarré un peu tard. J'ai pris un peu le temps de bouffer le midi et tout, donc j'ai pas fait une grosse journée, et ça il faut que je me mette du gaz un peu plus là, pour faire des journées un peu plus véloces, on va dire. Mais en fait, c'était le temps que je me mette dans le bain, et là maintenant que je suis dedans, ça devrait aller mieux pour la prochaine fois. Alors, ce qu'on a fait, donc on a fait le stand-up. J'ai fait quelque chose entre le jour 14 et le jour 15, c'est que j'ai mis TypeScript en mode strict, ce qui m'a permis, moi, de mettre les petits coups de clé qui vont bien au niveau du code que j'avais déjà fait, puisqu'il y avait du code où on n'avait pas les unknown, enfin on n'avait pas les undefined sur les find, je crois, au niveau des recherches, au niveau des tableaux et tout ça, dans le minimum de logique que j'ai fait. Donc ça c'est réglé, ça marche plutôt pas mal. Le seul point qui déconne encore, c'est que le fait d'avoir du roll-up et tout ça, ça fout le bordel au niveau des phases de refacto. Quand je veux déplacer les fichiers, les modules, et les mettre dans des fichiers dédiés pour les déplacer, ça fout le bordel en fait dans les déplacements de fichiers, dans les dépendances. Donc en fait, là où TypeScript et VS Code font très bien le taf, le fait d'avoir mis roll-up avec Svelte et compagnie, en fait, ça fout un bordel dans les phases de refacto. Si à la fin ça me gonfle vraiment trop, j'abandonnerai peut-être Svelte au profit d'autre chose. Mais ça me ferait chier parce que c'est quand même un taf, puis vu que je suis pas un pro de l'UI, si je me mets à partir dans un autre framework, en fait, ça va être du copier-coller, du comportement, mais c'est quelque chose dont il va y avoir un temps d'apprentissage. Si je pars avec React ou Vue ou Angular, je vais avoir un temps d'apprentissage qui va me ralentir, alors que c'est pas ce que je veux faire là en tout cas pour un MVP. Je veux pas mettre du gaz là-dessus, mais ça m'emmerde un peu. Ça m'emmerde un peu de faire ce genre de choses. Sinon, on a attaqué donc les ateliers BDD, hein, donc Behavior Driven Development, et on a fait ces scénarios-là. On a fait les scénarios qui existent déjà dans l'interface, dans le code d'interface que j'ai fait en logique, gros dégueulasse. Et donc je les ai repris et j'ai même rajouté ceux que j'avais prévu de faire un peu plus tard. Donc, entre autres l'enregistrement. L'enregistrement, je l'avais pas fait dans l'interface, mais comme ça je le fais cette fois-ci et j'aurais plus qu'à faire l'interface. Et il y en a certaines à laquelle j'ai pensé, mais je les ai pas fait. J'ai pas rédigé les scénarios, donc entre autres le fait de se déconnecter, le fait de faire les propositions avancées, à choix multiples en fait, à propositions multiples. Pour ça, regardez les vidéos que j'ai faites vers les premières vidéos, j'ai fait les ateliers UI, UX et tout ça. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là si vous comprenez pas ce que c'est qu'une proposition à choix multiples. C'est même présent, c'est présent au niveau de l'outil de proposition. Dans les propositions multiples, on les voit ici. Grosso modo, pour chaque proposition, pour chaque revendication, on met plusieurs propositions et chacun peut voter, peut revendiquer pour les propositions qui lui semblent intéressantes pour lui. Donc, qu'il soit contre ou qu'il soit pour, et si jamais il n'a pas revendiqué sur une proposition, il n'a pas participé, puis c'est tout. Je rentre pas trop dans le détail là-dedans, il y a des vidéos qui ont été faites là-dessus, n'hésitez pas à aller voir, voilà, c'est pas le moment de le refaire. Et donc ça, voilà, on a les différents scénarios, et entre autres, voilà, si je prends un scénario qu'on a fait ici, voilà, c'est juste du texte, on a fait les différents scénarios, on a les features, les scénarios, et donc ça va nous appuyer, c'est ce qu'on utilise pour coucher un peu les spécifications de le comportement applicatif qu'on veut, indépendamment de la technologie. Indépendamment du framework front-end qu'on veut, indépendamment qu'on ait un serveur ou pas de serveur, indépendamment qu'on soit en mémoire ou qu'on ait de la base de données en Redis ou en GraphQL ou en je sais pas quoi, on s'en fout. Là, ça c'est du code purement métier.
dans l'approche. Hein. Si ça se trouve, j'ai fait des erreurs et j'ai mis de la technique là-dedans, mais c'est mon manque de maturité sur ces pratiques-là qui font que j'ai peut-être fait des boulettes. Donc n'hésitez pas à relire si jamais j'ai fait de la merde, vous me le direz. Donc on a fait tout ça, et donc ça nous a permis de démarrer. Alors j'ai mis une croix, c'est parce que j'ai pas fini. Je l'ai démarré, hein, cet aspect-là, mais c'est pas terminé. Puisque en fait, dans l'idée, c'est qu'une fois qu'on a rédigé les scénarios en mode discussion, spécification, juste couché sur le papier en forme textuelle, moi ce que je fais, c'est comme ça que j'ai l'habitude de bosser, c'est que je reprends ces spécifications couchées sur le papier, et je les transforme en code. Et donc, en approche itérative. Je le fais de manière itérative, c'est-à-dire que là, en fait, j'ai repris mon code, là c'est ma feature, avec mes différents scénarios, et le premier scénario, en fait, je l'ai fait, enfin, je l'ai quasiment terminé, en fait, mais je l'ai fait en approche ATDD, enfin, ma vision de l'approche ATDD, je suis pas un expert là-dessus, mais c'est comme ça que je bosse aujourd'hui, et ça marche plutôt pas mal. C'est qu'en fait, je résous chaque étape une à la fois. C'est-à-dire, je fais le cycle TDD, c'est-à-dire je fais le cycle Red, Green, Refactor, étape par étape. C'est-à-dire, je ne fais pas, tout ce scénario en une seule fois. Je fais d'abord une étape après l'autre, en fait. Et ça me permet de générer le code métier qui me permet de faire marcher le scénario. Et donc à la fin, je me retrouve avec un scénario qui est sous forme de test suite. Donc là, en fait, j'utilise Mocha et Chai comme framework de test. C'est le seul framework technique, c'est la seule dépendance technique que j'utilise dans toutes ces portions de code, pour le moment en tout cas. Puisque je ne suis pas dans la phase d'intégration, je suis dans l'approche test d'acceptation métier, et donc je ne fais que du describe et tout ça, enfin tout ce qui est framework de test. Et donc les dépendances par rapport à ça, c'est le code métier que j'ai créé par découverte en faisant de l'itératif, en fait. En faisant de l'itératif, en rajoutant les tests suites les unes derrière les autres, et en faisant du travail de refacto entre chaque étape en fait de mon scénario. Refacto que je fais ou pas, c'est au choix. C'est-à-dire si à un moment je me juge pas prêt à faire une refacto, bah, je passe à l'étape suivante sans avoir refacto. Ça c'est comment? C'est à la discrétion de chacun. Le but c'est d'avoir un code qui marche. Et une fois que le code marche, si on se retrouve avec un gros caca où il y en a partout, bah, on va appliquer des patterns de refacto pour réduire la duplication et être capable de refactoriser tout le bordel. Et on se retrouve à la fin avec un code qui est testé et qui est validé. C'est-à-dire que là, ça c'est pour prévoir ce que je dois faire le prochain jour. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente et qui regardent seulement ce résumé, moi j'ai dit que ça, là, vu que j'ai pas eu le temps de terminer pour ce soir, je me mets un test qui fail pour savoir quoi faire dès vendredi matin, là, dès que voilà, je me sors de mon café, qu'est-ce que je fais, où est-ce que j'en étais, je sais pas, en fait je lance ma test suite, et je sais qu'il y a un truc qui marche pas, c'est la prochaine étape à faire. Et ça fait partie des bonnes pratiques en général, quand on veut faire du TDD, c'est de toujours terminer par un test qui plante, comme ça on sait le lendemain par quoi attaquer. C'est l'idée. Mais là, si je lance ma test suite, vous voyez que elle fonctionne. Non, elle fonctionne pas, j'ai pas sauvegardé. J'ai pas sauvegardé le fait d'avoir mis mon travail en commentaire. Donc là, maintenant, j'ai sauvegardé, voilà. J'ai sauvegardé, et là, j'ai mon scénario de test qui est valide. Directement. Et ça c'est top. Et regardez le temps que ça a mis à valider le scénario. Vu que j'ai pas d'infrastructure, j'ai pas d'appel technique, je fais tout en mémoire. Ma test suite, là, bon, j'ai qu'un scénario, on va pas en faire, c'est normal. C'est normal que ce soit rapide, mais si ça dure pas des plombes, ça dure 8 millisecondes. 8 millisecondes, c'est ridicule. Ce qui veut dire que demain, là, si j'ai 1000 tests à faire comme ça va mettre 8 secondes pour valider l'ensemble de 1000 tests applicatifs profonds qui testent toute la logique dans tous les sens. En 8 secondes, j'ai validé
toute ma logique métier. C'est extrêmement puissant. Le feedback est extrêmement rapide. Tout en sachant que là, les 1000 tests, c'est je pars du postulat que je vais tester toute mon application dans tous les domaines. Je fais pas du tri sur une test suite en particulier, parce que là, si je veux, je peux faire ce qu'on appelle un filtre sur mes tests suites. Par exemple, je dis que je veux tester juste le scénario dans la feature. Je veux juste tester la feature user signing. C'est simple, je fais un npm run test acceptance-g, normalement, donc -g, comme grep, je crois. Hop. Voilà. Là, non, il n'a pas trouvé. Donc, il faut que je fasse ça, je crois. Voilà, là, il a trouvé. Voilà. Et là, j'ai que ce qui se trouve dans mon describe, tout ce qui est dans ma feature, en fait, ma test suite, ici, qui est ma feature. Je vais mettre tous mes scénarios là-dedans. Si je veux tester juste ces scénarios-là, ben voilà, ça va durer, allez, là on voit ça dure à peu près d'une dizaine de millisecondes. Allez, si je mets une dizaine de scénarios, peut-être qu'en 120 millisecondes, ça va le faire. Et encore, je crois que c'est le temps que le TypeScript fait la transcription, en fait. C'est le temps que le framework de test se charge et tout ça. Le fait de rajouter une suite, ça va pas rajouter 10 millisecondes, je crois. Je crois, hein, je dis pas de bêtises. Et ça, on le verra dans le temps. Mais voilà, c'est là où on veut arriver à avoir toute la logique métier, c'est ça qui est important, c'est ça qui donne de la valeur, c'est nos scénarios de test. Après, le fait qu'on ait des implémentations côté interface et qu'on fasse appel à de la technologie pour persister en base, performante, pas performante, machin, ça scale pas, machin, on n'en est pas là, c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est de faire en sorte que nos règles métiers correspondent au comportement qu'on veut. Et si jamais la règle doit changer parce qu'on a eu un feedback qui nous dit la règle est à chier, eh ben on le fera. On fera les modifications uniquement dans le code métier. C'est l'idée. Donc voilà, on a fait que ça, parce qu'on a fait un gros travail de refacto, et puis il fallait mettre en place l'amorce de Clean Architecture. Donc l'amorce de Clean Architecture, c'est qu'on a toutes nos dépendances en fait qui sont fournies ici. Là, ce qu'on a là-haut, la seule chose qu'on importe en termes de classe, c'est un fake gestionnaire de membres, grosso merdo, hein, c'est un interacteur pour les membres de Bangarang. Donc c'est le truc qui va interagir avec quelque chose techniquement, en fait. Ça peut être une base de données, ça peut être une API externe. C'est ce que je disais, au niveau de la session précédente. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est que grosso modo, là, c'est un fake en mémoire. Demain, je le remplace par un France Connect Interactor, je le remplace par un internal Bangarang SQL, voilà, c'est la base interne de Bangarang Interactor. Demain, je fais j'en sais rien, c'est ma société pour un LDAP, si on veut de la techno LDAP Interactor, ou Active Directory, ou enfin toutes les technos qui permettent d'avoir un annuaire, grosso modo. C'est toutes les technos d'annuaire et d'authentification, en fait, qui permettent de faire ça. Donc c'est cool. C'est cool. Donc ça c'est ok. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Oui, et donc après on fait appel à la classe user. Donc ça c'est la classe métier de base. C'est pareil, je vais faire plus tard une refacto qui ferait qu'on n'utiliserait pas vraiment un user comme ça, mais plutôt juste une fonction qui va me récupérer, qui va m'instancier un user. Ça m'emmerde de faire appel à une classe, directement à une classe métier. On va faire sûrement une fonction de base qui va faire un create user, ou un generate user, avec des paramètres d'entrée, et plutôt que de faire un new user directement. Ça c'est, on va dire, c'est l'aspect... c'est le contrôleur, ou c'est l'aspect, c'est le port primaire. Grosso modo, le port primaire, pour moi, c'est pas la classe directement. C'est pas la classe user. La classe user, elle est juste elle est dans le domaine. Elle. Donc, il faut qu'on voie comment on peut faire ça. Mais c'est pas critique. Et là, on a juste du contrat. On a juste un contrat d'interface. C'est juste du typage. C'est un data model. C'est un type de données. Il n'y a pas de classe, il n'y a pas de logique métier à l'intérieur, donc ça c'est cool.
Justement, en parlant des ports, donc là on a un port qui nous permet de charger différents interacteurs qui vont nous être nécessaires pour Bangarang. Donc grosso modo, là on a juste un gestionnaire de membres. Donc c'est notre Identity Provider, notre gestionnaire d'identité, qui pour le moment charge un fake. Si demain on a besoin d'un truc qui va récupérer les claims, si à un moment on veut un truc qui récupère autre chose, je sais pas quoi encore, et ben on rajoutera des interacteurs en plus. Et c'est pareil, si le nommage est pas bon, ben on pourra, dans l'approche clean code, on pourra toujours renommer tous ces trucs-là. En plus, on a les IDE qui nous aident. Donc là, si je veux faire un Toto à la place, voilà, ça fait Toto et ça modifie tout le reste derrière. Donc ça, c'est pas dégueulasse. Ça va bien tout. De toute façon, je referai une compilation à la fin. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Là, j'ai un Bangarang Member Interactor, donc ça c'est mon contrat technique pour mon fake, grosso modo. Et pour demain, tous les autres interacteurs dont j'ai besoin. Et donc là, pour le moment, je dois juste vérifier, je dois juste faire un isGuest, et un find Bangarang Member from username. Donc grosso modo, si je trouve une technologie qui est juste capable de faire ça, ça marchera, grosso modo. Donc au delta des SLA qu'on se donne en termes de performance, en termes de disponibilité, en termes de scaling, en termes de machin, bidule, etc. Du moment que ça fait ce taf-là, et ben ça marchera. Et j'ai un user contract ici qui me permet justement de structurer mon utilisateur. Et bizarrement, c'était ce que je remontais dans l'autre vidéo, c'est que mon utilisateur, tel que je le décris dans ma business logic, il ressemble assez fortement à l'utilisateur que j'ai créé, dont j'avais besoin dans mon interface graphique. Et donc à la fin, on va faire une réconciliation entre les deux, et il n'en restera plus qu'un. Donc ça va venir au fur et à mesure qu'on avancera dans les scénarios. Alors, qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Ouais, je voulais montrer, donc au niveau de la business logic, on a que ça. On a une classe user, en fait, qui permet d'avoir les premiers use cases affectés au niveau de l'utilisateur, et vu qu'on fait du front, les actions sont exécutées sur un utilisateur, enfin, à partir d'un utilisateur. Donc, autant créer, enfin, moi, c'est mon approche, hein, autant créer une classe user et lui affecter des use cases pour interagir avec Bangarang. Et donc, voilà. Il va interagir avec des adapteurs de Bangarang. Ça, pour moi, c'est OK. Ça fait le café. En tout cas, au niveau des tests, ça fait le café. Sa structure va peut-être évoluer plus tard, on verra. Et j'ai créé donc mon faux Member Interactor où je fournis en entrée dans le constructeur de mon fake, je fournis une fausse base de données de membres, grosso modo, et c'est un tableau d'utilisateurs, hein, grosso modo, que je mets en entrée. Et je fais l'implémentation des fonctions de mon contrat d'interacteur de membres, à savoir isGuest et find Bangarang Member from username. Et là, j'ai mis le minimum de code débile pour que ça marche. C'est totalement débile, mais ça fait le café. Et demain, l'idée, en fait, c'est j'ai juste à copier ça et à respecter le contrat, et je peux changer la technologie pour avoir un truc de production. Et donc demain, si c'est par API qu'on va checker ça, si c'est directement avec un middleware SQL, si c'est chez France Connect, si c'est au niveau de Bangarang même, mais avec le serveur, et ben on appellera les API du serveur avec on utilisera une librairie de type vu qu'on fait du front en JavaScript, enfin TypeScript, JavaScript, on va peut-être faire appel à la librairie Axios, par exemple, ou une autre techno qui permet de faire des appels HTTP REST, grosso merdo. Et puis si demain je veux faire du Kafka, et si demain je veux faire du machin, enfin bref, on peut faire plein de trucs. Voilà, j'ai fait le tour, je crois. C'est où? T'es où? Voilà. Donc dans l'idée, la prochaine session, donc on sera le jour 16. Pareil, on n'a même pas fait un mois de taf, hein, c'est quand on sera à peu près à 20-22 jours, là on aura fait cette fois-ci un mois de taf, à temps plein. Mais c'est pas mal, donc là, pas semaine prochaine, vendredi, on sera le 5.
jour 16. On va rester dans la logique, hein. Donc là, ça va coder. Il n'y aura pas d'effet graphique hein, pendant ces prochaines sessions. On est sur du code pur. Hein. Donc pour ceux qui veulent voir de l'effet graphique, il n'y aura pas d'avancée plus que ça. Puisque là, on arrive sur la logique. Donc là, on va faire au moins le sign-in, et puis on va essayer d'en faire au moins une autre. Hein. En plus du sign-in, on va essayer de faire la déclaration. On va faire le declaring. Je ne sais même pas en fonction de comment ça va avancer. Si ça avance super vite, on va en faire un paquet. Hein. Dans l'idée, on va essayer de faire tout. Hein. On va essayer de faire tout, puisque après, l'étape après ATDD, c'est de terminer le register, de faire le register mais côté interface. Une fois qu'on aura tout réconcilié, on aura la logique métier pour faire l'enregistrement, pour s'enregistrer en tant que membre de Bangarang, mais pour le moment, il n'y a pas de raison de faire l'interface graphique. Et puis je vais essayer de régler cette histoire de... J'ai des problèmes de typing sur la notion du UID. On va essayer de vérifier ça. On va essayer de vérifier ça, comment on peut le gérer, ce truc. Et là, normalement, c'est pas mal. C'est pas mal. Et donc, pareil, on va faire un petit stand-up en début de journée. Petit stand-up en début de journée. Et puis après... Et puis après, un summary. Tac. Donc pour ceux qui veulent apprendre à développer en TDD, ATDD, revoir les ateliers BDD que j'ai fait avant et tout ça, c'est... UID, t'aimes pas ça? Eh ben on va le rajouter. Dictionnaire. Et ATDD aussi, tu connais pas? Ben tiens, voilà. Pour ceux qui sont pas habitués et qui veulent apprendre, n'hésitez pas à suivre ces sessions-là. C'est long comme session parce qu'on développe, mais par contre, vous avez l'ensemble. C'est comme ça que vous allez apprendre. Vous allez voir dans quelle logique je me mets. Potentiellement, ma logique va pas vous plaire, mais c'est le fait de pratiquer qui fait que votre logique va s'habituer à avoir cet aspect incrémental. Et moi, je trouve ça super puissant. Et quand on est habitué, ça va assez vite à faire les scénarios. Il y a juste au début, quand on n'a aucun code, les premiers scénarios, quand on attaque un premier adapteur ou des choses comme ça, c'est là où on rame un peu du cul parce qu'il faut créer l'adapteur et tout. Mais après, une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à mettre les bons typages et tout ça, à dire au niveau de l'interface, rajoute la méthode ou rajoute la propriété dans l'interface. Ça va gueuler dans tous les sens puisqu'on a déjà les adapteurs qui sont créés avec les bons types. Derrière, ça va juste faire méthode not implemented à la fin. Donc c'est hyper rapide après. Enfin, c'est hyper rapide. Je grossis le trait, mais en tout cas, c'est pas lent quoi. Et on a une structure de code qui est vraiment maîtrisée, je trouve, et super évolutive. Surtout quand on veut expérimenter des grosses phases de refacto, où on veut tester un pattern qu'on maîtrise mal, où on sent que le pattern il serait bien appliqué ici, mais on n'est pas sûr. Et donc on a toute la test suite qui nous protège au travers de ce qu'on fait là en fait. C'est ça qui est fort. Donc je remets ça. J'ai terminé de vous faire la petite... Ça a duré un peu de temps, mais je voulais vous expliquer tout ça pour ceux qui ne connaissent pas TDD et ATDD. Donc j'espère que vous avez compris. Puis si jamais vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire. Si vous ne comprenez pas, si vous trouvez que les scénarios sont merdiques, vous me le dites. Moi, je trouve que les scénarios sont plutôt cohérents. On en discute, on essaie de voir comment on peut faire des scénarios mieux que ça, et on avancera là-dessus. Mais en tout cas, je trouve que ça fait le café. Et la manière dont je me projette par rapport au code que j'ai mis dans l'UI, ça va, à un moment, ça va se reboucler entre eux et ça va être propre, je pense. Allez, sur ce, je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu. Des gros bisous, prenez soin de vous, tout ça. Bon apéro, et puis moi, je suis parti. Je vais finir mon café, mais je crois que je vais rajouter un petit peu de rhum dedans, et puis
C'est parti. Allez, ciao. Des bisous.